je vous invite à tester les maisons Velvet. Avec la petite voix ASMR. Bien sûr. Magnifique. On aurait dû faire l'épisode comme ça. Bienvenue chez Lobby. Salut Gaspard, bienvenue sur Lobby Talks. On fait semblant, tu sais, à chaque fois je commence le podcast en me disant on s'est pas vu. Donc tu me fais le petit coucou de départ. Bonjour Kevin. Bonjour Gaspard. Tout va bien ? Tout va très très bien, très en forme et trop content d'être là. Ravi de t'avoir depuis ce temps. Tout ce temps en fait, surtout. On n'a jamais pris le temps d'enregistrer un peu ce parcours de dingue. Et ce que je te propose, c'est de commencer avec cette première question pour changer un petit peu la classique de quel est ton parcours, d'où tu viens. C'est que j'aimerais bien savoir si tu as quelque chose à me partager qui me permettrait de comprendre ce qui t'a emmené à créer le projet dont on va parler aujourd'hui, Velvet House. Et voilà, si tu as des éléments à me partager qui me permettraient de démarrer cette conversation et de mieux capter qui tu es et ce qui t'a emmené à ce projet-là. L'origine de Velvet House ? L'origine ou des éléments qui, toi, t'ont poussé à te lancer dans l'hospitality et à créer ces maisons et cette collection de maisons qu'on va détailler dans la conversation. Et on reviendra aussi sur ton parcours. Mais déjà, d'avoir ce petit élément déclencheur qui t'a amené sur Velvet. Carrément. Il y a plusieurs éléments qui m'ont donné envie de créer Velvet House. Déjà, on y reviendra après, mais une fois que j'avais vendu ma première boîte, on le faisait depuis déjà longtemps, mais on a beaucoup voyagé avec ma femme et mes copains aussi dans le monde entier pour surfer, mais ça pareil, on en reparlera. Et on a loué aussi beaucoup de maisons. Et donc il y a cette première expérience en louant des maisons où déjà le constat c'est qu'on n'a jamais reloué la même maison. Et donc il y a des endroits incroyables dans lesquels on a voyagé, mais on n'a jamais reloué la même parce que c'est souvent déceptif, ça manque de confort, il y a les voisins qui sont beaucoup plus proches que prévu, il y a la maison qui est mal placée ou ça manque de charme tout simplement. Et donc Velvet c'est déjà né un petit peu de ça, de créer une marque avec des maisons à louer qui sont incroyables et où c'est jamais déceptif quoi. Et puis après si on revient un peu en arrière, Velvet c'est aussi né d'un schéma un peu perso on avait une maison en fait incroyable de famille dans les Landes, d'où mon attachement au surf, ça aussi j'espère qu'on en reparlera, c'est une maison dans laquelle on passait des moments incroyables en famille, entre potes, avec tout ce qu'on peut imaginer, donc le sable dans le lit quand tu rentres du surf, les grandes tablées et des souvenirs incroyables. Et donc l'envie de créer Velvet c'est surtout l'envie de recréer des lieux où on se sent bien, où c'est pas le luxe absolu, c'est juste confort, juste ce qu'il faut, beaucoup de charme, une nature incroyable et surtout cette sensation de liberté et d'avoir vraiment l'espace pour créer des souvenirs de dingue quoi. Et donc Velvet c'est né de ça et après d'un constat aussi très simple, c'est que les gens ont envie de déconnecter, ils ont envie de respirer dans un monde où tout va très très vite avec les écrans, les notifications, le climat politique anxiogène, la situation économique qui est tendue, on a envie de déconnecter, de respirer, d'appuyer sur pause. Et donc Velvet, c'est un peu le mix de tout ça. Ok. Et justement, t'en parlais avec cette première maison familiale que vous aviez dans les Landes. T'as grandi dans une famille d'entrepreneurs. Comment t'as commencé à mettre un pied dans l'entrepreneuriat ? Et justement, on va parler de cette aventure WeFix, mais qu'est-ce qui t'a amené justement à créer tes propres boîtes ? Écoute, c'est un mix de plusieurs choses. Mon père est entrepreneur, ma mère ne l'est pas, mais il y a eu sûrement pas mal d'influence de son côté également. Mais donc c'est vrai que j'ai grandi avec des parents qui ont été fiers de moi, qui m'ont apporté beaucoup d'amour. Ça c'est un environnement hyper sain avec mon frère et ma sœur aussi. Et du coup, ça m'a donné la confiance pour entreprendre. Et je pense que je me rends compte aujourd'hui, mais je pense que je suis très curieux aussi. Et donc j'ai envie d'aller creuser plein de sujets. On en reparlera aussi, mais les trois projets qui me caractérisent, donc WeFix, Surfporn et Velvet, c'est comme des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et j'aime bien les challenges, j'aime bien aller de l'avant, et ça me fait marrer d'aller explorer des nouveaux sujets et de la pousser à fond. Et l'autre truc qui me caractérise, c'est la passion. Parce que tout ce que je fais, je le fais vraiment avec beaucoup d'intensité et de passion. Et quand on fait les choses avec passion, généralement, ça fait des étincelles. Enfin, en tout cas, j'espère que ça va le faire pour Velvet aussi. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais je pense qu'il y a le skate qui m'a beaucoup apporté aussi.
où j'ai grandi dans un environnement quand même, enfin, je le dis sans aucune honte aujourd'hui, mais un peu catho-bourgeois, tu vois. Et le skate, ça m'a apporté une ouverture d'esprit, un peu de démerde, tu vois, d'aller partout en France avec mes potes pour skater dans un endroit où vraiment ça n'avait ni queue ni tête d'aller, tu vois, où mes potes n'allaient pas, mais j'avais mon groupe de skateurs qui n'étaient pas forcément mes potes de lycée, de collège, où on allait prendre le RER, aller à Shell, aller au Dôme, aller à République, aller à la Cosa Défense, Nostra. Cosa Nostra, exactement. Et donc ça, je pense que ça m'a apporté pas mal aussi. Ah, c'est intéressant. Ouais. Marrant. Et c'est vrai que tu retrouves un peu cette liberté, certes, que tu peux avoir dans le skate ou dans le surf, mais surtout tu vois, ce besoin d'aller te mettre dans des cadres où, pour le coup, t'es pas forcément le bienvenu. Et je pense que le skate le résume bien, tu vois, d'aller te foutre sur des spots où t'es pas censé être et d'aller jouer le challenge, tu vois, sur ces lieux-là. Et du coup, première aventure, c'est WeFix ou t'as eu d'autres projets juste avant? Alors, donc j'ai fait une école de commerce un peu lambda et effectivement avant WeFix on a créé 3 boîtes. Je dis on parce que toute ma première aventure, donc ces 3 premières boîtes qui n'ont pas duré longtemps mais je vais t'en parler, et WeFix c'est un slot de 12 ans à peu près, 12-13 ans, que j'ai partagé avec Edouard Menanto qui est mon associé sur toutes ces aventures là et qui est un de mes meilleurs potes, témoin de mariage, tu vois, donc on a gardé un super un super contact quoi. Et avant WeFix, on avait créé 3 boîtes après l'école. Je t'en parle très rapidement. Donc la première, ça s'appelait Le Petit Bloc. On distribuait des blocs-notes gratuits aux étudiants à la sortie des facs. Et c'était le même modèle économique que des journaux comme le 20 minutes, où tu te rémunères avec la pub qui avait toutes les 10 pages. Et donc on filait ces blocs-notes à la sortie des écoles. Ça permettait aux étudiants de prendre des notes. Et nous, on gagnait un peu d'argent avec la pub qu'il y avait entre tous les 10 pages. Et on a fait deux impressions, on a distribué à peu près 80 000 blocs quand même au total. Et après, on s'est pas énervé sur le sujet parce que ça manquait un peu de potentiel, mais c'est resté une aventure rentable quand même. Le deuxième projet, c'était une application iPhone autour du sport qui s'appelait Monsieur Sport. Et on mettait en avant, un peu comme un livre interactif, que des anecdotes de dingue sur le sport. Donc que des effets waouh, tu vois, tu lisais... par exemple, un mec à Wimbledon en 92, je sais pas quoi, a fait un service, il a tué un mec dans le public. C'était que des... Bon, celle-là, elle est pas très marrante, mais il y avait que des trucs un peu fun, un peu marrant, un peu waouh à lire sur le sport. Ça, pareil, on l'a pas poussé en faisant une V2, en faisant une levée de fonds et partir sur un média avec des quiz, avec plein de trucs, mais ça a quand même été un succès parce qu'on a été premier de l'Apple Store pendant 2 semaines. Bon, c'est court, mais voilà. Mais à l'époque, c'était quand même... C'était pas mal. C'était un vrai KPI quoi, pour le Exactement. Et après, on a testé le modèle payant, le modèle freemium. On voulait tester et comprendre un peu tous ces rouages de l'App Store, qui est quand même un monde un peu à part. Et voilà, on l'a pas poussé après. Le troisième sujet, enfin la troisième boîte, c'était pareil, mais tout ça, ça a duré 2 ans, hein, donc c'était quand même un laps de temps assez court. C'était un site d'impression de photos Facebook. Et donc, tu pouvais imprimer sur papier les photos de profil de tes potes, des photos directement liées en API avec Facebook. Ça, pareil, on l'a pas trop poussé parce que on considérait à l'époque que le marché de la photo était déjà saturé d'acteurs avec des mondes albums photo, avec des photobox. Bon, il y a plein d'autres acteurs qui ont prouvé que c'était pas le cas et qu'on pouvait quand même émerger. Mais voilà, nous, on l'a pas senti à l'époque. Et en parallèle, mon associé, donc Edouard, avait fait réparer son téléphone à la maison par un gars qu'on avait trouvé sur Le Bon Coin, qui avait réparé son téléphone en une demi-heure devant nos yeux. Et on s'était dit, ah putain, ça n'a pas l'air compliqué. Et le mec repart avec 100 balles. Donc on s'est dit, il y a un business sympa. Après, on a des copains qui ont cassé leur iPhone. On leur a proposé de réparer pour eux en achetant une pièce sur eBay les téléphones. Et on a commencé comme ça. Et au bout d'un moment, on s'est dit qu'en fait, il y avait peut-être un vrai business à faire avec ça. Pour la petite histoire, on était en plein questionnement. On déjeunait avec mon père, c'était pas vraiment dans les habitudes, tu vois, mais là, on avait besoin de prendre du recul, tu vois, avec Edouard. Donc, on déjeune avec lui et il nous dit qu'est-ce que vous faites en ce moment. On lui raconte tout. Nous, on hésitait à tout lâcher pour faire un MBA ou pour faire un master ou je sais pas quoi. Et mon père nous dit, une fois qu'on lui a raconté l'histoire de la réparation, que c'est absolument génial et qu'il faut y aller à fond. Donc, on rentre chez nous. On regarde le nombre de requêtes mensuelles qu'il y avait sur des mots-clés sur AdWords, sur Google, autour de la réparation iPhone. Et là, on voit des chiffres hyper intéressants. Et donc, on se dit, OK, go.
On fait ce business-là, et donc en 24 heures, on a créé une page internet que j'avais designée sur Photoshop. On a acheté un 06, quoi, un numéro de portable dans un bureau de tabac. Et on a mis un peu de pub sur AdWords. Et là, du jour au lendemain, le téléphone hurlait toute la journée. Et on a appris sur YouTube à réparer des téléphones. On a pris nos scouts et on allait réparer toute la journée des téléphones chez les gens. À l'époque, ça s'appelait Allo Smartphone. Ok. Et c'était le début de l'aventure. Et donc, pour la petite histoire, je sais pas à quel point tu veux que je te raconte un peu l'histoire. Ouais, je suis preneur, ça nous donnera un peu de contexte pour la suite et tout aussi. Carrément. Donc, on a fait des réparations de téléphones pendant 6 mois à deux. On a dû réparer 500 téléphones chacun. Avec tout ce que ça implique, hein. Donc en scooter, sous la pluie, la neige, le vent, le soleil, partout dans Paris et en Île-de-France. On valide le business comme ça. Au bout de 4-5 mois, comme je te dis 6 mois, on fait un business plan. On fait une première levée de fonds qui nous permet d'embaucher un premier technicien, prendre des bureaux et d'acheter du stock. Et là, c'était parti. On lance vraiment le business Allo Smartphone. Et s'ensuit 2-3 ans comme ça où le business grossit, on répare toujours à domicile. On finit au bout de 3 ans avec 3-4 techniciens en scooter et en faisant en fait les réparations d'iPhone pour de smartphones pour les particuliers, on se rend compte que ça intéresse beaucoup les entreprises parce que pour des raisons confidentielles, ils veulent pas que les téléphones sortent des bureaux, etc. Et donc on se met à avoir énormément d'entreprises clientes. Et c'est pour ça qu'on fait notre deuxième levée de fonds pour prendre des bureaux beaucoup plus grands et ne plus réparer que à domicile les téléphones, mais aussi réparer sur un cycle industriel avec des gros volumes au bureau les smartphones de nos entreprises clientes. Mais on avait à l'époque la moitié du CAC 40 en clients, quoi. C'était des flux qui commençaient à être intéressants. C'est pas les flux non plus qu'on imagine en pensant au CAC 40, mais c'était quand même des flux intéressants. Et à ce moment-là, on s'intéresse à un autre business de la réparation qui est le retail. En discutant avec avec Carrefour. Et on se dit que mettre des corners de réparation dans les carrefours, ça pourrait avoir du sens, un peu comme les stands de sushi que tu pouvais avoir à l'époque. On se dit que pourquoi pas réparer les téléphones dans les carrefours. Et en fait, en creusant un peu le sujet, on se rend compte que c'est plus intéressant d'être derrière les caisses, d'être devant les caisses que par rapport à derrière, et de mettre les corners non pas dans le supermarché, mais dans les allées des centres commerciaux qui sont attenantes à l'hypermarché. Dans les galeries marchandes. Et c'est là qu'est né en fait le concept WeFix, qui est la suite logique d'Allo Smartphone. Donc on a tout pivoté en 24 heures, je crois. Et en se disant qu'en fait, le retail sera beaucoup plus intéressant, rentable que le domicile, parce que le domicile, tu es quand même limité à 8 interventions par jour. Et les techniciens en scooter, les accidents, les trucs, c'était pas ouf. Et donc là, WeFix, et c'est là que l'aventure a explosé. On a ouvert 70 magasins en un an. On a fait une levée de fonds pour financer tout ça. Et long story short, on arrive au bout de 8 ans avec 110 magasins. On a embauché 250 personnes en l'espace de 2-3 ans. Et donc la boîte a explosé comme ça. Et pareil, je te raconte pas toute l'histoire non plus, mais au moment où on voulait refaire une grosse levée de fonds, on s'entoure d'une banque d'affaires. Et la banque d'affaires va contacter la Fnac, qui ne veut pas investir, mais qui veut nous racheter. Et au bout de 8 mois de discussion, on se fait racheter par le groupe Fnac Darty. Et on a accompagné toute cette vente pendant 3 ans et demi pour quitter nos fonctions en 2022. Et quand on quitte nos fonctions, c'est devenu quand même une grosse machine parce qu'on avait 150 magasins, 600 employés et on faisait un peu moins de 50 millions de chiffre d'affaires. Donc c'est, tu vois, devenu une belle histoire dont on est hyper fier parce qu'en plus la Fnac, c'est quand même un groupe ancré dans la culture française, tu vois, qui est assez génial. Et un tiers de nos magasins étaient des shop-in-shop, donc dans les Fnac Darty, où tu avais le petit enseigne WeFix. Et en plus, on avait une trentaine de vraies boutiques dans la rue à la fin. Voilà. Canon. Et justement, tu vois, pour alimenter la suite, et c'est pour ça que je trouve ça cool qu'on parle de WeFix et qu'on s'attarde un petit peu dessus, mais notamment pour parler de Velvet après, tu as eu plein d'acteurs à ce moment-là, tu vois, dans la réparation de smartphones. T'en as qui ont marché, d'autres un peu moins. Carrément. Pour toi, c'était quoi la clé de réussite, tu vois, dans cet écosystème-là et on en a déjà parlé en off, tu vois, les sujets d'opération qui sont hyper importants et la manière dont tu pilotes le moindre centime. Comment tu le détaillerais, ça ? Ouais, il y a plusieurs points. Déjà, d'un point de vue commercial, quand on s'est lancé la réparation de smartphones, c'était un peu comme le syndrome du garagiste où tu lâches ta bagnole,
les mecs réparent ta voiture, tu es obligé de faire confiance parce que tu comprends rien et tu te fais facturer. WeFix, c'est un peu né de ce constat-là. On voulait être un peu le Carglass, tu vois, ce que Carglass pour la réparation des pare-brises d'auto. On voulait faire la même chose pour les smartphones, c'est-à-dire des mecs en uniforme, un discours hyper clair, une garantie, et t'as pas l'impression de te faire enfumer par le gars en face de toi, quoi. Et donc déjà, il y a ce point-là, donc niveau marketing, discours commercial, formation des équipes, on avait mis tout ça en place. On avait quand même 2 semaines de formation en interne, parce qu'on formait nous-mêmes nos techniciens. C'était une formation qui était reconnue par l'État, avec une semaine de formation pratique et une semaine de formation théorique, enfin à l'inverse, pardon, théorique et pas pratique. Donc déjà, il y avait ça. Et puis à la fin, évidemment, ce qui a fait le succès de la boîte, c'est aussi tout le côté opérationnel, c'est-à-dire qu'on avait 150 magasins, mais il y avait l'entièreté de la boîte qui était automatisée, que ce soit avec notre ERP qui était SAP, et tous les flux de stock étaient automatisés entre notre stock central et l'intégralité des points de vente, où tous les jours chaque point de vente recevait de manière automatisée, encore une fois, toutes les pièces, les accessoires, les choses comme ça pour alimenter les shops. Alimenter, exactement. Et à la fin, pardon, je ne l'ai même pas dit, mais donc, la réparation de téléphone, c'était notre cœur de métier, mais on vendait également énormément d'accessoires pour smartphone, donc les coques, les câbles, les écouteurs, enfin tout ce qui est en lien avec le smartphone. Et on vendait des smartphones reconditionnés. À la fin, c'était ces 3 gros business qui faisaient WeFix. Ok. Et donc pour rejoindre ce que tu me demandais, effectivement, à la fin, c'était vraiment notre force, c'était d'avoir été, de ne pas se prendre pour une boîte tech, mais de se prendre pour une vraie boîte retail avec le service qu'on propose, c'est de la réparation de téléphone et la vente d'accessoires, etc. Mais ça nécessite vraiment énormément de process. Et ça, on a mis vraiment le paquet dessus. Et c'est une des grandes fiertés qu'on a avec Edouard et Mathieu Le Sueur qui nous avait rejoint, qui est le 3e associé. Et c'est vraiment à 3 qu'on a créé cette boîte. Mais c'est vraiment de tout ça dont on est fier, et surtout qui a fait le succès de la boîte, quoi. Hyper intéressant. Et ce qui va me servir pour la suite après pour Velvet, parce que Velvet c'est du beau et une belle déco et des baraques de dingue, mais en fait ce qu'il faut surtout se dire, c'est que avec l'ambition que je mets dans le projet, à terme il faudra quand même être des cracks en opération, et je pense avoir pas mal de clés pour répondre à ça. Ouais, ça a toujours été le lien dans ton discours et dans ton parcours. C'est pour ça que c'est cool de raconter cette histoire-là et de voir à quel point les process que vous avez mis dans WeFix, aujourd'hui, c'est le tampon que tu as pour tes projets suivants, quoi. Donc, et notamment Velvet, on va reparler. Mais entre les deux, il y a un petit sujet passion qui nous concerne tous les deux, que tu avais en même temps que WeFix. Est-ce que tu peux raconter ce truc-là? Parce que moi, ce qui m'a toujours fait triper, c'est je sais pas depuis combien de temps on se connaît, mais quelques années. Tu avais un compte Instagram qui s'appelle Surfporn. Et ce compte Instagram, j'ai toujours cru que c'était un mec en calife qui faisait ses posts avec ses 250 000 followers. Eh ben non, c'était un petit mec dans le marais, dans son appart solo. C'est ça, ouais. Qui s'appelait Gaspard Conrad. Ouais, exactement. Écoute, ça c'est vraiment une histoire de dingue. C'est effectivement en parallèle de WeFix, j'avais créé, en rentrant d'ailleurs des Landes, d'un été de surf dans les Landes, j'avais créé pour me marrer un compte Instagram de surf qui s'appelle Surfporn, où déjà depuis toujours, je collectionnais sur mon ordi, dans des fichiers natifs, tu vois, des photos de surf, classées par spot, par longboard, shortboard, etc. Et comme une collection de photos que j'avais déjà. Et donc je m'étais dit, au début en fait c'était pas le début d'Instagram, mais quasiment, on était en 2011 je crois, tu vois, donc c'était un peu le début, mais pas tellement, mais un petit peu quand même. Et à l'époque, il y avait que les comptes de surf liés aux médias qui existaient. Donc tu avais Stab, Surfline, Surfing, Surfer, etc. Et donc je m'étais dit, qui étaient donc des comptes chambés autour du surf, mais c'était très action sports. Donc tu voyais que des photos de mecs en gros plan qui faisaient des gros rollers, des barrels, etc. Et moi, je voulais apporter un nouveau regard plus artistique du surf, qui était un peu plus artistique, avec des angles un peu originaux, avec surtout les vues de loin des spots. Enfin voilà, où là, un compte où le surfeur lambda ou confirmé ou peu importe, on se retrouve tous sur le beau qui est du surf, parce que le surf c'est quand même ce sport incroyable qui est quasi religion, qui est quasi une religion pour les surfeurs, que les gens comprennent pas trop, mais quand tu le pratiques, tu t'en rends compte que c'est vraiment un truc de dingue, où voilà, c'est quand même le seul sport où tu es en mouvement sur un truc en mouvement, et
chaque vague est différente. Enfin, il y a tout, je pourrais t'en parler des heures, mais la beauté autour du surf, c'est un monde quand même qui est assez incroyable. Moi, je suis piqué, mais tu le sais, et toi aussi d'ailleurs, avec le surf. Et donc, ce compte Instagram, je le crée, je mets une dizaine de photos. Et puis après, le temps a fait son affaire, mais le compte a grossi très très vite et on a atteint, là je crois que j'ai un peu moins de 288 000 followers. Et ça a été ma cour de récré, tu vois, pendant WeFix où le soir, 3 fois par semaine, je mettais des belles photos de surf. Et c'était vraiment le résultat d'un surfeur frustré à Paname qui avait besoin de s'extraire en mettant des belles photos sur le compte. Et donc ça a grandi tout doucement comme ça. Et je m'étais toujours dit, le jour où je revends ma boîte, je passerai du temps sur ce compte-là pour faire des projets palpables, tu vois. Et donc, quand j'ai vendu WeFix, avec l'aide d'un éditeur qui s'appelle Gestalten, qui est un super éditeur, que je recommande, j'ai créé un livre de surf qui s'appelle Surfporn, évidemment, et qui regroupe mes 25 photographes de surf préférés dans un seul et même livre, qui est divisé en 4 parties. Et chaque partie est introduite par une rockstar du surf. Donc, je ne vais pas vous donner les noms parce que c'est des noms assez pointus, mais c'est une énorme fierté parce que moi, déjà d'une part, c'était une opportunité de parler avec tous ces gars-là qui sont des légendes pour moi. Et aussi, d'un point de vue un peu plus introspectif, moi, ça m'a permis, après WeFix, de réapprendre un peu à bosser d'une autre manière, parce que quand même à la fin c'était beaucoup de pression, beaucoup de management, beaucoup de comptes à rendre à la FNAC et beaucoup de personnes à gérer surtout et à manager. Et là, du jour au lendemain, j'étais en Skype avec des gars en Australie dans leur van, après avec un mec chambé en Californie qui était dans sa cabane en bois, et moi comme un gosse à parler avec tous mes idoles et à essayer de négocier avec eux pour qu'ils m'envoient leurs meilleures photos, tu vois. Donc j'ai fait une super sélection de photos. Le livre a cartonné parce qu'il s'est vendu à quasiment 15 000 exemplaires dans le monde entier. C'est l'avantage d'avoir bossé avec Gestalten qui a un rayonnement international. Ouais, qui assure la distrib et... Ouais. Parce que évidemment au début moi je voulais faire le livre moi-même, j'avais gagné un peu de sous. En fait tu te rends compte assez vite que ça coûte très cher et que surtout faire du door-to-door pour aller chercher les surf shops et les FNAC et autres, c'est un travail de dingue. Donc très vite je me suis dit qu'il fallait passer par un éditeur dont la grande force c'est d'avoir un circuit de distribution en plus mondial pour Gestalten, quoi. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et du coup, tu as eu le bouquin. Ouais. Et tu avais mis une autre corde à ce projet-là, qui était celle du shop photo. Ouais. Pour le coup. J'ai fait également, j'ai fait un site d'impression de photos. Pas d'impression de photos, pardon, comme une galerie en ligne, pardon. Un peu comme un Yellow Corner, tu vois, Voilà. mais que sur le surf et pas de magasin physique. Et ça, pour le coup, donc j'ai signé 10 photographes. Et tu peux te faire livrer chez toi des photos sublimes de surf, parce que je trouve qu'il n'y avait pas ça encore sur internet, quoi. Et qualité de dingue, et la sélection surtout que j'avais faite est dingue. Après, pour le coup, ça a beaucoup moins bien marché que le livre, ça, parce que vendre de la photo online c'est hyper dur. Tu te rends compte qu'en fait il y a pour les clients, donc d'un point de vue très business, il y a aucun stress à l'achat. En fait, tu vas te dire putain, la photo elle est cool, elle ira bien chez moi, mais avant d'acheter, il peut se passer un monde. Donc moi, si je te mets pas dans un étau de stress commercial, c'est-à-dire remise commerciale ou sur un temps donné, ou je sais pas, ou créer la rareté autour de la photo, tu vois, et ça c'est ce qui fait toute la différence. C'est compliqué de beaucoup vendre et d'en faire un business rentable. Donc il y en a qui y arrivent très bien, mais j'avais pas tellement envie de la pousser non plus. Et ça, pareil, d'un autre point de vue, je me suis rendu compte que faire du business sur ma passion extrême qu'est le surf, ça dénaturait un tout petit peu la passion. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc ça, pareil, je pense aussi avoir un peu arrêté à cause de ça. Ça, tu l'as ressenti assez fortement, le fait de justement, t'en parlais au début de notre conversation, tu vois, le fait de vouloir bosser à travers sa passion et le fait de l'avoir exercé, tu vois, avec Surfporn, il y a un moment où tu t'es dit... Enfin, tu l'as vraiment ressenti. C'était quoi le feeling que tu as eu de te dire putain, en fait, je côtoie quotidiennement ma passion et du coup, ça devient dérangeant? Ou en fait, le fait de faire du business sur ta passion, c'est quoi le truc qui t'a un peu refroidi? En fait, le bouquin, c'est parfait parce que c'est un one-shot. Tu bosses pendant 4-5 mois, en tout cas pour ma part, et le bouquin sort et après, t'attends. Tu vois, c'est la maison d'édition qui prend le relais. Le site internet, c'est vraiment d'impression de la galerie, quoi. C'est autre chose parce que c'est un travail de tous les jours où il faut faire du marketing, il faut faire des posts Insta,
faire dynamiser un peu, théâtraliser, tu vois, chaque artiste que tu mets en avant. Et c'est un travail de tous les jours. Et au bout d'un moment, surtout que ça prenait en plus pas trop, ouais, ça vient dénaturer un petit peu la passion parce que tu es vraiment dans le surf toute la journée, tu tries les photos, tu les resize, tu parles avec les photographes et tu essaies de mettre en avant. Mais ouais, je sais pas pourquoi, j'en avais un peu marre. Et puis, ouais, le surf qui est ma grande passion, je sais pas, ça venait de dénaturer un petit peu le truc, quoi. Et justement, tu vois, je pense que je t'ai jamais posé la question, mais ce qui t'a emmené sur ce projet, celui sur lequel tu es aujourd'hui, qui est Velvet House. Tu dis Velvet ou Velvet House d'ailleurs? Velvet House, c'est le nom officiel, mais en fait, dans le langage commun, on va dire Velvet. Mes proches et moi, on dit Velvet. Et tu t'es pas orienté pour le coup vers des baraques sur la côte, à destination du surf ou... Sois patient, ça arrive. Ça arrive, mais non, au début, non. Non, parce que donc, déjà, Velvet House, pour ceux qui nous écoutent, quand même, c'est une collection de maisons à louer en pleine nature, qui sont situées à moins de 2 heures des grandes villes. Ça, c'est le concept de base. Aujourd'hui, moi, j'ai levé des fonds pour créer 2, 3, 4 maisons proches de Paris, parce que c'est là que j'habite, et mine de rien, on en parlait tout à l'heure, c'est un business aussi avec pas mal d'opérations, donc moi j'ai besoin de comprendre et de maîtriser. Et surtout, à côté de Paris, il y a des coins assez géniaux. Et surtout, tu as une clientèle que j'adresse qui est une clientèle citadine. En même temps, une fois que le business marche, tu te rends compte que la clientèle, la cible que tu avais au début n'est pas forcément en fait, celle qui est la tienne à terme. Mais en tout cas, celle que j'avais anticipée au début, bah, c'est une clientèle voilà, qui a un niveau de vie significatif, qui habite à Paris, qui bosse toute la journée, qui a envie de s'extraire le week-end dans des endroits incroyables, et ou pourquoi pas d'y aller bosser la semaine pour déconnecter, ou alors, je sais pas comment on peut dire, mais reconnecter à la nature aussi avec un super wifi et de quoi bosser. Mais à terme, évidemment, mon rêve, c'est d'avoir la cabane de rêve de surfeur dans les Landes. Surf Shack. Exactement. Et attends, on va revenir un peu là-dessus. Donc, on fait des petites marches arrière sur Velvet, mais tu vois, on a pas mal de gens qui veulent monter des lieux. Je pense que c'est cool de s'attarder sur Carrément. L'avant sortie de ta première maison, mais est-ce qu'on peut revenir à ce premier deck que tu as fait, tu vois, sur Velvet, le moment où tu t'as posé ton idée sur papier, et ce qui s'est passé entre ce moment-là et l'acquisition de ta première maison. Ouais. L'idée étant de partager un maximum d'insights sur ce que tu as vécu sur ces derniers mois, et de se dire, en fait, voilà la mécanique qui existe quand tu veux sortir un projet comme le tien, parce que c'est hyper intéressant. Pour le coup, tu viens pas du tout de cet univers, t'as appris énormément en peu de temps, t'es passé de cette idée sur papier à la acquisition, rénovation et mise en location de ta baraque, création de la marque, etc. Donc il s'est passé beaucoup de choses. Mais si on revient sur ce premier deck, qu'est-ce que t'en as fait ? En fait, même avant de faire le deck, déjà, il faut passer pas mal de temps à essayer de savoir ce que tu veux faire, parce qu'en fait, il y a tellement de manières de faire dans l'hospitality, enfin en tout cas, et encore une fois, j'en parle avec une grande modestie, parce que honnêtement, je suis vraiment un beginner et un newcomer, je sais pas comment on dit, dans ce monde-là, donc voilà, c'est pas à prendre avec des pincettes, parce que j'ai bien étudié mon truc, mais je pourrais pas parler d'autres business que la maison à louer en pleine nature, tu vois, c'est vraiment là mon créneau, et encore c'est le tout début, donc je mets un petit warning quand même. En gros, ouais, en fait, j'ai passé beaucoup de temps à rencontrer des gens, à rencontrer beaucoup de gens du secteur. Donc j'ai rencontré les mecs du collectionniste, les mecs des gens d'Airbnb, des financiers dans l'IMO, des investisseurs, des clients. J'ai rencontré Robin de Iconic House, tu vois, j'ai rencontré... Alors là, je pourrais te faire une liste très longue, mais je pense honnêtement avoir rencontré une trentaine de personnes qui m'ont permis, moi, de concentrer mon projet vers déjà ce que les gens attendent d'un projet comme le mien, donc les futurs clients, et aussi ce que les futurs investisseurs attendent d'un projet comme le mien. Parce que mine de rien, ça reste une entreprise qu'il faut faire tourner, et il faut que ce soit rentable pour, tu vois, pour créer une histoire pérenne, quoi. Donc j'ai rencontré beaucoup de personnes. Après, moi j'avais une idée quand même ultra précise de ce que je voulais, donc ça m'a plutôt conforté dans l'idée de ce que je voulais faire. Mais ça a un peu orienté quand même mon schéma de business. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, pour un exemple un peu concret, je voulais faire, donc c'est des maisons en pleine nature évidemment,
Mais au début, je voulais acheter des trucs perdus dans le Perche qui coûtent que dalle et faire une super maison en bois. Là, tu te rends compte déjà qu'il y a un petit problème parce que tu peux acheter effectivement pas cher la maison, mais une petite maison dans le Perche que tu refais avec beaucoup de travaux, ça peut à la fin coûter très très cher. Il faut quand même que la valeur IMO du bien puisse, après travaux, continuer à avoir de la valeur. Tu vois, parce qu'en cas de crash, moi c'est ce que je dis à mes investisseurs, au pire, on revend les biens immobiliers, on retombe à peu près sur nos pattes, quoi. Donc déjà, il y a ce côté IMO où il faut qu'après travaux, la maison prenne de la valeur, ça c'est hyper important. Et donc ce qui est le cas pour Velvet, parce qu'on va acheter des maisons qui sont certes à moins de 2 heures des grandes villes, perdues en pleine nature, mais elles sont jamais très loin en fait de gros centres d'intérêt. Forêt de Fontainebleau, Forêt de Rambouillet, le Vexin, la Normandie, pas loin de Deauville, Honfleur, tu vois, ou alors le Perche, mais dans des endroits qui sont, pas avec des maisons de une chambre par exemple. Ouais. Voilà. Ça, c'est un peu le constat IMO de base, mais ce qui est très important parce que quand tu fais un deck, le but c'est de convaincre des investisseurs. Et les investisseurs, pourquoi ils investissent chez toi? C'est pour gagner à la fin un peu d'argent. Malheureusement, le monde de bisounours, de la philanthropie, ça n'existe pas, tu vois. Donc il faut quand même avoir ça en tête. Et puis après, le but de ce deck, c'est aussi de convaincre des investisseurs évidemment, mais moi de m'aider à y voir hyper clair sur le business, sur tous les aspects hyper scolaires qui font un business, c'est-à-dire le marketing, la finance, qui est ta cible, pourquoi tu fais ça, où est-ce que tu le fais, avec quel team et quelle est ton ambition et ta vision à terme. Et ça, mes investisseurs, ils n'ont pas investi dans Velvet parce que je faisais 3 maisons. C'est parce que j'ai une vision assez ambitieuse du projet où je mixe un peu tout ce que moi je sais faire, c'est-à-dire des opérations, du beau et l'envie une vraie mission hyper claire de faire quelque chose de grand, mais surtout rapporter aux yeux des clients, c'est de créer des espaces de dingue, pas loin des grandes villes où tu te déconnectes vraiment et on met en avant des lieux de pépites avec une déco de dingue et tout le confort des grands hôtels, tu vois, et un sauna, des bains froids dans chaque maison, et vraiment un concept assez fort et assez unique d'ailleurs avec Velvet, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à toute ta question, mais En partie, et justement, une fois que tu as rencontré tes invests, comment ça se passe? Tu t'exerces ta levée de fonds, tu visais déjà des maisons en amont, tu as clôturé ta levée, puis tu es allé acheter des maisons. Comment ça s'est passé, ça, dans la chronologie un peu de l'histoire Velvet? En fait, ça, déjà, tu peux le faire de plusieurs manières. C'est soit tu as un peu de sous et tu le fais toi-même. Et effectivement, ça va prendre un petit peu de temps parce que tu vas faire une première maison, tu vas te rendre compte que ça fonctionne. Là, il faut quand même des sous à chaque fois pour faire des maisons, parce que même si la banque finance, il faut quand même apporter 20 à 30% d'apport en fonds propres. Donc la levée de fonds, elle sert à une chose, c'est à accélérer tout ça. Ouais. Donc celle que j'ai faite, il y a 80% de la levée qui sert en fait uniquement à apporter ces apports en fonds propres pour chaque maison, et la banque finance le reste. Et le reste de l'argent sert à financer en fait le run de la startup, quoi. Ouais. C'était quoi déjà la question, excusez-moi? C'était connaître un peu la chronologie, justement. Tu avais closé la levée et ensuite tu t'as exercé l'acquisition ou En fait, pendant le deck déjà, sur le deck, j'ai montré à mes investisseurs que les biens que je voulais acquérir existaient sur le marché. C'est-à-dire des biens qui peuvent prendre de la valeur, qui sont à moins de 2 heures des grandes villes et qui sont des pépites. Je te coupe là-dessus, Gaspard. Question. Est-ce que les maisons que tu as présentées à l'époque sont celles que tu as achetées aujourd'hui? Non. Ok. Non. T'as raison, c'est un point important. Parce que les investisseurs, en fait, c'est là où, si tu fais un resto ou un hôtel ou un énorme truc, les investisseurs, ils investissent pas si t'as pas ton bien qui est là. Ouais, celui qui est présenté, quoi. Exactement. L'avantage d'un Velvet, à terme d'ailleurs, c'est que, bon, déjà, tu lèves pas de l'argent pour un bien précis, parce qu'en fait, Velvet à terme, ça va être une multitude de biens immobiliers. Mais, et l'avantage aussi de ce business-là, c'est que on se lance pas dans un hôtel de 50 chambres. Donc, s'il y a un bien qui marche pas, on le revend et on en crée un autre, tu vois. Et donc, moi, je vois ça un peu comme un truc à tiroir. Il marche, on peut mettre un peu plus le paquet en investissant sur des équipements annexes. Il marche pas, on le vire, tu vois. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, je vois un peu ça comme ça. Et à l'époque, à la fin du deck, j'avais mis des exemples typiques de maisons qu'on pourrait acheter. Il y avait 5 ou 6 exemples. Et en fait, j'ai fait la levée de fonds. Dans les 3 mois, j'avais trouvé 2 maisons qui sont les 2 premières maisons Velvet. Là, il y en a d'autres dans les tuyaux, je pourrais t'en parler. Mais j'ai eu je sais pas si c'est de la chance. Après, j'ai passé tellement de temps sur les routes à essayer de trouver des pépites que voilà, c'est mon acharnement qui a fait que j'ai trouvé des maisons qui n'étaient même pas sur le marché, qui sont arrivées vers moi en off,
en off-market, comme ils disent. Et ça m'a permis de valider. Et je suis hyper fier parce que les 2 maisons, honnêtement, enfin, je sais pas, ouais, en exécution et en concept, je suis trop content parce que ça reflète parfaitement ce que j'avais en tête au début, quoi. T'as la maison en pleine forêt, en bois noir, tu vois, perdue à 45 minutes de Paris. Et en plus, une fois que tu viens, tu te rends compte que vraiment, en plus de la maison, t'as tout l'environnement, toute l'arrivée qui est dingue, où t'arrives par des champs de lavande, t'es en pleine forêt, enfin, c'est sublime. Et la deuxième maison qui n'a strictement rien à voir, qui est une maison de 2 chambres avec un toit de chaume devant 3 hectares de lac, où là pareil c'est un autre chemin, dans une région qu'on connaît pas trop mais qui mérite à être connue, qui est les boucles de Seine normandes, entre Rouen et Le Havre, là où la Seine fait des grandes boucles, c'est sublime. Et bah là pareil, t'arrives et t'es complètement déconnecté, t'arrives dans une espèce de truc un peu pittoresque, enchanteur, avec on dirait là, vraiment une maison de dessin animé, avec tu te fais suivre par les canards et les oies dans la maison, enfin c'est trop mignon, c'est trop beau quoi. Donc je suis assez content. Puis on a mis 2 pontons, dont un ponton qui abrite un sauna. Enfin, c'est vraiment le vrai concept Velvet poussé à l'extrême. Et ça, je suis assez content. Ouais. Et le timing entre l'acquisition et la sortie des maisons, ça a pris combien de temps à peu près, hein? En fait, dans mon business plan, ça, il y a eu un petit changement. Je mettais que entre le moment où j'achetais la maison et le moment où les clients arrivaient, il se passait 1 an et demi. Parce qu'on achetait des maisons qu'on rasait et qu'on refaisait par-dessus, donc en bois ou en surpilotis, enfin des maisons qui ont vraiment un effet waouh. Et en fait, je me suis rendu compte que sur le marché, il y avait une annonce sur 1000 qui pouvait correspondre à des nouveaux critères qui étaient des maisons existantes qu'on vient juste rénover. Et donc en fait, maintenant Velvet, c'est plus 1 an et demi, c'est plutôt 8-9 mois à peu près, où tu as en fait 3 mois incompressibles, tu sais, entre le moment où tu fais ta promesse et le moment où tu as les clés. Et puis après, tu as les travaux qui durent entre 3, 4, 5 mois maximum. Et puis après, les clients arrivent. Et du coup, là, donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, carrément. Et ça te laisse un laps de temps pour justement assurer le lancement et absorber ce lunch à chaque fois sur les maisons, puisque tu avais peut-être moins dans le premier format où tu avais cette année et demie de travaux. Tu avais quand même une parenthèse en plus de ça qui te permettait, une soupape pardon, qui te permettait d'absorber ce lancement à chaque maison, où justement c'était assez flux tendu. Au bout d'1 an et demi, il fallait que ça s'enclenche assez rapidement. Non, parce qu'en fait, là on parle quand même d'environnement où tu attends, tu vois, entre le moment où je te disais, où tu signes et les clients arrivent, au début c'était 1 an et demi, maintenant c'est 9 mois, tu as quand même largement le temps de tout anticiper, tout faire bien. Les 3 premiers mois, en fait, ils sont assez importants parce qu'ils servent tout de suite à définir le concept assez vite. Parce qu'en fait, très vite, il te faut des chiffres pour aller voir la banque qui va t'octroyer un prêt qui te permet d'avoir les clés à la fin. Et sachant qu'on est, on est quand même dans un climat actuel assez compliqué quand même pour avoir des prêts IMO. Ouais. Et c'est l'autre chance de ce business-là, c'est que moi, je ne demande pas des prêts immobiliers qui sont énormes parce qu'on n'est pas sur des biens qui valent entre 3 et 10 millions. Tu vois, on est plutôt sur des biens qui valent entre 500 et 1,5 million à peu près, tu vois, dans les grands ordres de grandeur. Donc les prêts immobiliers sont atteignables, quoi. Ouais. Faisable. Donc moi, ça me laisse largement le temps de faire bien les choses et de bien anticiper. Et surtout, ça te permet d'avoir plusieurs chantiers en parallèle. Tu vois, là, les 2 maisons, Parce que tu as fait les 2 en même temps, là. Ouais, quasiment, ouais. Elles ouvrent avec 1 mois et demi d'écart. Ok. Là tu as ouvert la deuxième déjà ? J'ai ouvert la première officiellement il y a 15 jours et la deuxième ouvre officiellement dans 2 semaines. Ok. Dans 10 jours. Et ça, parce que travaux décalés ou parce que tu souhaitais gérer l'ouverture en décalé ou... Non, ça s'est fait naturellement. Je décale un petit peu l'ouverture de la deuxième maison qui est déjà en location en fait avec les copains et le réseau, etc. Mais je décale un peu les ouvertures parce qu'il y a toute une théâtralisation, tu vois. Tu essaies d'événementialiser un peu le lancement de chaque maison. Donc tu vois, t'annonces la maison par un dessin. On a fait des super dessins avec un artiste qui s'appelle Clovis Rétif. Ensuite, tu dévoiles les photos officielles. On a fait des photos avec 2 Pasquale et Maffini. T'attends qu'il y ait un peu des retours. Si t'enchaînes tout de suite avec la deuxième maison, tu vois, il faut quand même laisser un petit peu d'espace-temps entre les deux. Et surtout, l'autre avantage, c'est avec ce lancement un peu compact, tu vois, des 2 maisons quasiment en même temps, mais pas tellement, c'est qu'on dit aux gens, bah voilà, Velvet, c'est pas une maison, c'est 2 maisons. Et c'est que le début. Et les 2 premières maisons, en plus, elles sont géniales. Voilà, l'idée après, c'est vraiment de créer l'envie et l'attente pour les futures maisons où les gens vont se dire putain,
Enfin, en tout cas, c'est mon objectif. J'ai hâte de voir la 3e maison Velvet, la 4e et la 11e. Et mon objectif à terme, c'est qu'ils réservent la 15e maison Velvet sur un lac dans les îles Lofoten, je sais pas où, dans le nord de l'Europe, tu vois, en y allant les yeux fermés, parce qu'ils sauront qu'ils vont retrouver l'expérience, le confort, les équipements et tout le concept que tu as autour de Velvet Out. Ça, c'est mon rêve. Et sachant qu'aujourd'hui, tu n'as pas une typologie de maison particulière, là, tu as les 2 premières, mais qui signent 2 caractéristiques différentes. Tu as une maison plus familiale, Ouais. avec, rappelle-moi, 4 chambres. 4 chambres. Et Ouais. la seconde qui, elle, Qui a là que 2 chambres. 2 chambres. Ouais. En fait, la cible, effectivement, elle peut être différente. Tu peux avoir des couples, des amis, des familles, des travailleurs, des créatifs, tout ce que tu veux. Des gens qui veulent juste, qui ont ce trait commun de vouloir être dans un environnement nature de dingue, donc que ce soit la forêt, la rivière, la montagne, la mer, donc, voilà, tout ce que tu peux imaginer autour de ça. Et par contre, avec tout le confort. Tu vois, c'est vraiment des cabanes de luxe pour adultes, même si je déteste ce mot. Mais ça résume un peu le truc, tu vois. C'est vraiment dans chaque maison, tu retrouves pas la même identité, mais tu retrouves la même expérience. En fait, chaque maison va être différente. Tu auras une décoration aussi différente, tu retrouveras quand même une patte Velvet. Mais par contre, tu retrouveras une expérience commune autour de la déco, tu vois. Il y aura toujours un sauna et un bain froid à l'extérieur. Il y aura toujours des super machines à café, toujours une literie et linge de lit méga haut de gamme. Et voilà, c'est plein de petites attentions qui font qu'à la fin, c'est Velvet, mais c'est aussi pas une énième maison à louer, c'est vraiment une maison hôtelière avec tout ce qui va avec. Quel est le sujet ou le point que tu as sous-estimé sur cette période-là de lancement et de création? Bah, Il y en a plusieurs, je suppose, mais est-ce qu'il y en a un en particulier où tu t'es dit, celui-là, je ne l'ai pas vu venir? évidemment, il y en a plusieurs. Celui qui me vient en tête, il est assez évident, mais globalement, quand même, ça s'est plutôt bien passé et j'avais pas mal anticipé les choses. Par contre, il y a un truc, ce qui est très compliqué à anticiper, c'est le budget travaux. Où là, effectivement, la 2e maison, pour le coup, ça a vraiment été dans les targets. Alors après, pour le coup, je bossais avec un super archi qui s'appelle La Belle Expérience et qui m'a vraiment aidé à être... ils sont hyper pros, tu vois, ne serait-ce qu'en opération, en budget, etc. Donc ça a été plutôt clean. La première maison, après, tu as des trucs que tu peux pas savoir dès le début, c'est que la maison, elle est alimentée en électricité, il faut booster le truc. Donc pour les plus techniques, on est passé de monophasé à triphasé. Et ça, comme on n'est pas sur des maisons de campagne classiques, il fallait causer 400 mètres de tranchée entre le compteur et la maison. Pareil, j'avais pas pensé aux éclairages extérieurs. En fait, c'est un budget évidemment important. Donc, voilà, il y a pas mal de petites couches de budget que j'ai dû rajouter, que j'avais pas forcément anticipé, parce que c'est les premières maisons, qui me servent aussi de crash test, de POC, Ouais. quoi, de proof of concept. Et en revanche, maintenant, voilà, pour les prochaines, on saura quoi prendre en compte pour anticiper la suite. Et après, non, sur le reste, voilà, après, encore une fois, les maisons, elles ont ouvert très récemment. Donc là, il faut prendre. Voilà. Je dis ça avec beaucoup de modestie, parce que encore, les maisons, c'est pas encore un carton. Hein, là, elles sont remplies, ça marche très bien. Voilà, maintenant, il faut faire durer ça dans le temps et on va apprendre aussi tous les jours. Tu vois, il faut faire du contenu en permanence. J'ai une super agence de presse qui s'appelle Muse qui m'accompagne pour le lancement et pour le RP. Et voilà. Et pour le coup, les sujets, tu vois, qui t'ont vraiment embarqué, s'il y en a un ou deux, pareil, sur lesquels t'as vraiment adoré travailler, tu vois, dans ce lancement et dans cette création, c'est lesquels que tu nous partagerais? Honnêtement, c'est la recherche de lieux. Ouais. J'adore, en fait. J'ai une nouvelle passion, c'est de trouver des lieux. Donc, c'est une espèce de pépite perdue en pleine nature et d'imaginer tout le concept qui va avec. Donc, c'est vraiment côté extérieur, c'est comment imaginer. Tu vois, l'exemple concret, c'est cette 2e maison qui est une petite chaumière devant un étang. Il y a tout qui était un peu à l'abandon. On a tout cleané, on a mis 2 pontons, tu vois, on a acheté une super barque, on a mis un sauna sur un ponton. C'est vraiment imaginer le lieu pour en faire un espace incroyable de vie et d'aventure et de souvenirs pour quelle que soit la cible qui ira, tu vois. Et à chaque fois, ça a bien fonctionné pour les 2 premiers lieux. Et là, il y a un 3e d'ailleurs qui est en cours d'acquisition. Toujours à 2 heures de Paris? Ouais, toujours à 2 heures de Paris. Et puis après, pour le coup, là, en fait, le but, c'est vraiment de prouver que les 2, 3, 4 maisons fonctionnent, que c'est viable économiquement, qu'on a réussi à créer une marque forte. Et après, vraiment d'appuyer sur le champignon et de faire des dizaines de maisons supplémentaires dans les prochaines années. Mais non, ce qui m'a vraiment
passionné, c'est d'imaginer le lieu, de bosser avec des gens incroyables, que ce soit sur l'archi, la déco. On a bossé avec des gens incroyables pour le vintage, parce que 80% de nos meubles sont du mobilier vintage. On a bossé avec Chloé Douris et son mec Valentin Ponce, qui ont fait un boulot de dingue et qui ont apporté vraiment la petite étincelle. Après, il y a ma femme Charlotte Husson qui m'a quand même beaucoup aidé aussi sur comment créer à la fin le supplément d'âme, tu vois, au lieu. Et ça, c'était génial, quoi. Ça, franchement, c'était génial, quoi. Et je suis trop content d'être dans ce business-là pour faire ça, parce que en fait, c'est ça l'hospitality, c'est d'imaginer des lieux de dingue et le faire avec passion, pas uniquement pour la déco et le bien-être du lieu, mais aussi sur tout ce qui va à côté. C'est-à-dire, nous, on apporte un service de dingue. Il y a WhatsApp all day long pour être à tes côtés. Et puis après, on a pensé à 1000 petits trucs dans la maison pour vraiment que tu te sentes chez toi, pardon. Et que moi, mon seul objectif, et c'est aussi tu vois, comment on appelle ça, le retour d'expérience que j'ai eu des maisons que j'avais louées, c'est l'envie de revenir dans la maison. Et là, vraiment, je me fous pas de la gueule des clients. Là, normalement, il y a tout pour que tu te dises, ah putain, c'est chambé, et je vais revenir, et je vais ramener des potes, ou des copains, ou venir, ou de la famille, et je vais revenir la semaine pour bosser, parce que c'est moins cher évidemment que le week-end. Et vraiment, tu es dans un endroit, où Velvet, voilà, on se fout pas de la gueule de nos clients. et sans donner la secret sauce, parce que pour le coup, c'est un des points importants dans ce business-là. On parlait des opérations, tu vois, t'as ces maisons qui sont éclatées d'une adresse à une autre. Le côté opérationnel qui peut être assez chronophage, tu vois. Je sais que toi, c'est un truc sur lequel tu marqueras la différence, tu vois, avec peut-être d'autres. Voilà, mais en tout cas, c'est un point sur lequel tu attaches beaucoup d'importance. Tu as quelques observations à partager, justement, à nous partager, à celui qui veut se lancer, tu vois, de mettre un peu en alerte ou en lumière un sujet qui est de dire, voilà le type d'opération qu'on peut optimiser ou qu'il faut optimiser pour que le business devienne rentable et intéressant opérationnellement parlant. Tu vois, on parle des check-in, on parle des check-out, du ménage, de tout ça. Aujourd'hui, comment tu l'as construit sans tout nous dire, parce que c'est aussi ce qui fait... J'ai pas de problème avec ça. Allez, magnifique, on ouvre tout. Franchement, aucun problème avec ça, au contraire. En fait, déjà, avant ça, il y a déjà savoir quelle ambition on met dans le projet, quoi. Moi, je suis assez ambitieux parce que j'ai envie d'avoir plein de maisons et de vraiment créer une vraie collection avec une marque forte. Mais si tu as 2 maisons, tu le feras d'une manière très différente d'un Iconic House qui a 7 maisons, d'un Sauvilla qui en a 44, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc là, pareil, on a l'impression qu'il y a plein de marques de maisons à louer, mais tu as quand même des acteurs qui sont à des niveaux impressionnants, tu vois, de nombre de maisons à louer, quoi. Ou de nombre d'hôtels d'ailleurs, parce que c'est un peu le même principe. Si tu as 1 ou 2 maisons à louer, effectivement, là tu peux te démerder avec ton Excel, avec ton truc, avec ton Insta et ton booking Airbnb, et tu remplis les maisons et c'est jouable, quoi. Nous, en fait, tout dépend de l'ambition que tu mets dans le projet. Nous, moi, mon gros learning avec WeFix quand même, c'est d'avoir mis en place très tôt un gros ERP. Donc un ERP, c'est un logiciel de gestion de ton business. Nous, on avait mis une version light de SAP qui s'appelle Business One et qui a fait pas le succès de WeFix, mais qui a vraiment participé au truc parce qu'on avait vraiment une machine de gestion informatique de tout le business qui était d'une précision hallucinante. Donc on avait quand même, pour rappel, 150 magasins et tout était géré quasiment en automatique. Donc ça nécessite un travail de dingue de setup le truc, mais c'est ce qui a fait un peu la force de WeFix. Ouais. Parce que pareil, si tu t'en rends compte trop tard et que tu dois mettre un ERP en place ou un PMS dans l'hôtellerie trop tard, changer de ERP ou de PMS ou mettre en place trop tard, c'est vraiment un boulot de dingue. Donc très vite, nous, on a mis un PMS en place qui s'appelle Guesty. On a mis d'autres trucs en place autour, mais voilà, le gros logiciel de gestion, c'est Guesty. Et donc ce PMS nous permet de gérer l'ensemble de nos maisons sur l'ensemble des OTA, tous les canaux dans lesquels tu vas mettre ta maison en avant, donc Airbnb, Booking, Abritel et tous ces trucs-là. Et puis après, surtout, ça va te permettre de gérer les opérations. Et ça, nous, on a fait un mix de Guesty et de Airtable avec des connexions avec Zapier, etc. Et ça, pour le coup, moi, j'ai un seul employé, c'est Flavien qui m'a rejoint en février et qui s'occupe des opérations, parce que pour moi, c'est le nerf de la guerre. Et effectivement, comme tu le dis, avoir des maisons au même endroit, c'est, entre guillemets, pas compliqué à gérer, parce que tu as un seul employé, tu vois, même si c'est toujours une galère. Hein,
Mais voilà, tu peux avoir une seule et même équipe. Velvet, si tu as 50 baraques qui sont toutes à des endroits différents, il faut évidemment une machine de guerre derrière, informatique et opérationnelle pour gérer tout ça. Et donc effectivement, on a mis en place des outils pour essayer d'automatiser un maximum de choses. Mais après, le nerf de la guerre, parce que l'informatique c'est joli, mais le nerf de la guerre c'est le recrutement. Ouais. Et ça, il faut vraiment prendre le temps de rencontrer les personnes. Donc ça peut être des auto-entrepreneurs, ça peut être des vraies sociétés de gestion de maison. Conciergerie. Conciergerie. Alors nous on passe pas par des conciergeries parce qu'on est nous-mêmes une conciergerie en fait. Ouais. Mais on passe par des prestataires de ménage, blanchisserie, inventaire, etc. qui sont des personnes très sérieuses, mais ça, il faut vraiment prendre le temps de bien recruter parce que c'est hyper important. Et nous, pour chaque maison, il y a 3 personnes clés, donc celle-ci, donc ménage, blanchisserie, inventaire. Et après, il y a 2 autres personnes qui sont maintenance, petits travaux et jardin. Ok. Voilà. Ça, c'est les 3 personnes clés que je vois en tout cas aujourd'hui, quoi. Et pareil, tu nous en parlais pour WeFix où vous aviez mis en place cette formation pour votre technicien. T'envisages où t'as un format aujourd'hui qui va se rapprocher de ça pour ces 3 personnes, 3, 4, 5 personnes clés avec une formation Velvet et justement adosser les codes de Bien sûr. la marque. Évidemment, alors, il y a moins de formation parce que le métier, les métiers dont on parle là sont moins exigeants qu'une réparation de téléphone par exemple, où là ça va demander vraiment un vrai savoir-faire. Même si là, il y a évidemment un gros savoir-faire aussi, je dénigre pas. Mais évidemment, Flavien il a fait un boulot extraordinaire là depuis quelques mois à faire des vrais process SNOP hyper propres pour chaque maison où vraiment le prestataire doit suivre un cycle précis, un vrai process précis, depuis l'arrivée dans la maison où il doit tout filmer, jusqu'à la fin de la maison où il doit reprendre des photos de chaque endroit, faire un inventaire de tous les éléments de la maison, parce qu'il y a quand même du vol, et il peut y avoir de la casse, tu vois, ce genre de choses. Ouais. Donc ça, on surveille ça de très près. Et puis après, pour le jardin, pour le coup, c'est un peu différent, parce qu'il y a moins de flux. La personne vient 1 à 2 fois par mois, c'est un peu différent, quoi. Et pour la 3e, c'était maintenance petits travaux. Ça, c'est pareil. La maintenance est déclenchée sur notification de notre part ou de la femme de ménage, où il y a une ampoule à changer, un bout de mur à repeindre, tu vois, ce genre de choses. Où ça, pareil, tu peux tout automatiser. Mais encore une fois, le nerf de la guerre, c'est le recrutement. Il faut vraiment des personnes fiables, honnêtes, intègres et qui soient fiables. Surtout fiables, c'est le plus important, je pense. Bon, top. Merci beaucoup, Gaspard. On arrive au bout de notre conversation. Où est-ce qu'on peut retrouver tout ça, du coup? C'est velvet-house.com. Velvet-house.com. Insta, on mettra tout ça en description de l'épisode. Mais sur Insta, c'est Velvet House. Et je crois qu'il y a 3 underscores après. LinkedIn, Velvet House. Moi, pareil, LinkedIn, Gaspard Conrad. Et redis-moi, donc première adresse se situe en forêt de Fontainebleau. Forêt de Fontainebleau, 45 minutes de Paris, une maison en bois noir sublime de 4 chambres, qui est vraiment, mais c'est incroyable, avec le champ de lavande au bout du jardin, même si on est en pleine forêt, il y a un petit passage secret qui t'amène au champ de lavande. Le petit brasero entre les deux. Le petit brasero, évidemment. Et la 2e maison, elle est à 1h30 de Paris, de la Porte-Maillot exactement, et on est dans les boucles de Seine-Normande. C'est une petite chaumière de 2 chambres, devant 3 hectares de lac privé, avec un sauna sur le ponton, et avec, il y a même une lunette astronomique pour regarder les étoiles, parce que les maisons Velvet sont dans des endroits où il n'y a aucune pollution lumineuse, et tu peux regarder les étoiles. C'est bref. L'expérience, ça je vous en dis 1/10, il y a des dizaines et des dizaines de petits détails comme ça qui font la différence. Trop bien. Et voilà, je vous invite à tester les maisons Velvet. Avec la petite voix ASMR. Bien sûr. Magnifique. On aurait dû faire l'épisode comme ça. Bienvenue chez Lobby. Merci beaucoup, Gaspard. Trop cool de t'avoir en tout cas. Merci mon pote. À très vite. Et on met tout ça en description. Merci, Gaspard. Merci Kevin. Ciao. Ciao.